Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cet épisode de la patate chaude dans ce mois froid d'avril, juste avant la fin de session, pour s'évader un peu des finaux. On a aujourd'hui à nos côtés une invitée très intéressante, une personne engagée dans le développement durable, puisqu'elle est conseillère au bureau du développement durable. Cette personne, c'est Shirley Fagnan. Bonjour Shirley, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Nous avons aussi Bruno Detinck, qu'on ne présente plus dans le studio maintenant. Vous avez été un invité lors de nos 3 derniers épisodes de la patate chaude. C'est avec encore un grand plaisir que nous vous recevons dans le studio de Polyrad. Bonjour Bruno. Bonjour. Et finalement, comme d'habitude, on a Guinel qui est présent. Lui et moi sommes les animateurs de l'émission et vous saluons, chers auditeurs, pour votre intérêt pour ce projet avec lesquels on vous réserve plusieurs surprises pour la suite. Bonjour Guinel. Bonjour Pierre-Marie. Donc, dans le passé, on a parlé des énergies, du réchauffement climatique et aujourd'hui, nous allons parler des initiatives durables suite à la prise de conscience relativement générale quant à l'urgence de la situation. Donc, l'émission sera scindée en deux. La première partie, nous parlerons avec Shirley des initiatives plus locales et au sein de la communauté de Polytechnique. Et après une petite pause musicale, nous parlerons des initiatives et des mesures plus globales, donc au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Mais avant tout ça, revenons à notre chère communauté polytechnicienne et comprenons ce qu'il s'y passe. Donc Shirley, vous êtes conseillère au bureau du développement durable de l'école, c'est ça ? Donc qu'est-ce que le rôle d'un tel bureau au sein de Polytechnique ? Oui, alors en fait, tout d'abord, il faut savoir que le Bureau du développement durable existe depuis 2013, mais nous avons eu un conseiller en développement durable déjà bien avant ça, dès 2009. Nous avons le premier conseiller en développement durable ici à l'école, mais la démarche environnementale avait elle-même commencé déjà dès 2005. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau. Par contre, le Bureau du développement durable, c'est un service de l'école. La mission est vraiment d'appuyer l'intégration des principes du développement durable au sein de la communauté de Polytechnique. Donc, en fait, le bureau agit comme un centre de référence, un centre de soutien, de conseil auprès de toute la communauté. Donc, aussi bien les étudiants, les employés, les professeurs, les chercheurs. Vraiment, tout le monde peut venir, en fait, nous rencontrer pour avoir accès à de l'information, des ressources. C'est vraiment, on a un rôle en fait pour encourager et accompagner les initiatives individuelles et collectives visant à enrichir notre cadre universitaire et puis notre vie quotidienne et aussi préparer les futurs diplômés pour leur profession en fait plus tard. D'accord, très bien. Donc j'ai vu aussi que vous rédigez des rapports au sein du bureau du développement durable, mais en fait, à quoi servent ces rapports ? Oui, alors en fait, aussi, le rôle du bureau, c'est vraiment d'aider Polytechnique à se fixer des objectifs en matière de durabilité. Donc, pour ce faire, on fait des plans d'action. On décide des actions que va entreprendre en fait l'école et les différents services de Polytechnique. Il y a eu un premier plan d'action déjà en 2011-2015. Lui, on peut voir en fait les principales réalisations sont par exemple le fait qu'il y ait eu le virage bleu. On ne vend plus de bouteilles d'eau en fait à l'école. On a encouragé la communauté à utiliser en fait des gourdes d'eau, des bouteilles d'eau réutilisables. Il y a aussi l'arrivée du compost en 2015. Donc on a changé la façon dont on triait les matières résiduelles à l'école. Ça c'est par exemple des projets qui ont été réalisés dans le cadre du premier plan d'action. Et en 2016, on a adopté un deuxième plan d'action. Donc un plan d'action en développement durable 2016-2020. Mais donc, pour savoir où on se situe et quelle est notre progression en fait face à ça, à chaque année, on fait des rapports pour renseigner la communauté sur notre performance, indiquer ce qui va bien, mais indiquer aussi ce où il nous reste à faire des efforts. Donc, c'est vraiment le rôle en fait de ces rapports-là. Montrer qu'il reste place à l'amélioration et s'assurer qu'on s'enligne bien vers les objectifs qu'on s'est fixés. Donc c'est une façon de conscientiser en fait la communauté en fait. Oui, tout à fait. C'est aussi montrer, on essaye de rassembler ce qui s'est passé dans l'école, les éléments clés, les moments forts de l'année, donc pour que ce soit à un endroit et pour que les gens puissent aller consulter effectivement quand ils le désirent. Et à Polytechnique aussi, Polytechnique est accrédité STARS niveau argent. Donc qu'est-ce que ça signifie en fait ? Alors l'accréditation STARS, c'est quelque chose, c'est une accréditation en fait internationale. Ça fait plusieurs années que Polytechnique s'y intéresse. STARS, ça signifie Sustainability Tracking Assessment and Rating System. Désolée pour mon anglais. C'est vraiment en fait un guide international qui est reconnu
pour en fait rapporter la performance d'une université ou d'un collège, par exemple aux États-Unis, en matière de développement durable. Donc c'est un guide de référence, il permet de se situer et de se positionner aussi face aux autres universités. Donc ça offre une grille d'analyse, ça offre des critères qu'il faut aller renseigner pour voir en fait où on se situe. Donc c'est quelque chose qui est très très populaire depuis quelques années, principalement en Amérique du Nord. Il y a près de 900 institutions dans le monde qui sont inscrites dans le système. Donc vraiment, c'est un mouvement qu'on voit, les universités ont envie de faire un peu l'état des lieux où elles en sont dans leur performance. C'est quelque chose des fois qu'on peut rapprocher un peu du système LEED. Donc on remplit des critères, on remplit des indicateurs, on met de l'information et en fonction de la note qu'on obtient, on obtient un niveau. Donc on peut être bronze, argent, or ou platine. C'est une accréditation très complète. On a quand même une centaine de critères qu'il faut aller renseigner. Donc ça couvre aussi bien la présence de développement durable dans la formation, dans nos activités de recherche, le nombre de professeurs, de chercheurs qui s'intéressent à des enjeux de développement durable, ce sont des aspects qu'on regarde. Ça couvre les aspects environnementaux qui sont assez classiques dans les rapports de développement durable, comme la quantité de déchets qu'on produit, les gaz à effet de serre émis par l'école, la consommation d'énergie, la consommation d'eau. Mais on va aussi voir des aspects sociaux, en fait, tels que les conditions de travail des employés, l'engagement de Polytechnique envers la communauté. Est-ce que les étudiants, est-ce que les employés font des heures de bénévolat? Donc vous vous doutez, c'est vraiment beaucoup d'informations à aller collecter. C'est pas toujours évident de donner de l'information pour tous les critères. On regarde aussi les investissements responsables. C'est vraiment très, très large. On a des points bonus si on fait des innovations en matière de développement durable sur le campus. Donc ça va vraiment très, très loin. Donc c'est vraiment en fait une accréditation qui est très intéressante. Les rapports sont tous publics. Donc on peut aussi aller voir en fait comment les universités se démarquent, quels sont les points qu'on peut améliorer. Donc nous, en fait, la première accréditation, on l'a soumise en 2016. Donc on a obtenu notre première note STARS de 57,7%, ce qui veut dire qu'en fait, on est à un niveau argent. Donc c'est un score très, très acceptable, mais on a encore une belle marge pour progresser, et donc on espère vraiment bien progresser dans les prochaines années. Et donc vos plans d'action, en fait, c'est à ça qu'ils servent, les plans d'action, c'est pour progresser dans cette direction, en fait. En fait, ils servent surtout à améliorer notre impact, et puis c'est un beau bonus de pouvoir se dire qu'une façon de vérifier si on s'est bien enligné sur nos actions et sur nos objectifs, c'est de pouvoir faire partie d'une accréditation qui reconnaîtra nos efforts. Mais à la base, on le fait vraiment plus pour le bien fondé et la durabilité que pour avoir les points. Oui, je comprends. Vous aviez quelque chose à rajouter Oui, petite question par rapport à STAR. Quel organisme chapeaute et organise cette évaluation-là? Oui, alors c'est une association qui vient des États-Unis, c'est AHE, donc c'est l'Association for Advancement of Sustainability in Higher Education. Donc c'est une association qui a entre autres créé ce système. Merci. Donc, tantôt, vous avez parlé des lignes directives que le Bureau du développement durable prend chaque année. Donc, ces lignes directives, elles sont prises en conscientisation avec d'autres universités ou seulement le bureau parce que si je comprends bien, les autres universités, ils ont aussi des bureaux de développement durable. Donc, est-ce que c'est chaque année, vous fixez ensemble genre, une directive ou genre, chaque université a sa propre directive? En fait, chaque université souvent a son plan d'action. Ce n'est pas toutes les universités vraiment qui ont un bureau. Il y a beaucoup d'universités qui ont un bureau du développement durable. Mais c'est parce qu'on l'adapte quand même à notre réalité. Les réalités de terrain sont très, très différentes d'une université à l'autre. Donc même, en fait, dans les grandes lignes, les objectifs sont similaires. On a tous des priorités axées sur la formation, essayer de diminuer nos consommations d'énergie, de ressources. On a des grandes lignes, des grands principes qui vont dans le même sens, mais vraiment les actions sont développées pour la communauté de Polytechnique et elles ont été faites en consultation, c'est-à-dire qu'au moment d'adopter ce deuxième plan d'action en 2016, il y avait eu 2 périodes de consultation ouvertes à la communauté, donc n'importe qui de Polytechnique pouvait venir discuter, nous faire ressortir en fait quelles priorités ils pensaient qui étaient vraiment importantes. Parfait.
Donc, j'imagine que c'est aussi une façon entre les universités de collaborer pour savoir comment ils ont fait pour avoir plus de points et ainsi avancer dans cette quête au développement durable en fait. Le développement durable est tout à fait un domaine essentiel dans lequel il y a une grande place à la collaboration. Et d'ailleurs, nous, Polytechnique fait partie du réseau québécois en fait, universitaire, où en fait, les conseillers en développement durable des différentes universités du Québec se rencontrent plusieurs fois dans l'année pour faire un peu part des avancées, des progrès, discuter ensemble de certaines problématiques. Donc il y a une très forte collaboration en développement durable, oui. D'accord, très bien. Au Bureau du développement durable, il y a aussi une autre initiative qui n'est pas des moindres, c'est le Fonds aux initiatives durables à Polytechnique. On entend beaucoup parler du FAI, le Fonds aux initiatives étudiantes, qui vient de l'AEP et de l'AECSP, mais on parle moins de ce fonds-là, en tout cas moi je ne le connaissais pas, donc quel est-il et pourquoi en fait il est destiné ? Oui, alors c'est un fonds qui a existé dans le passé, mais qui a été relancé à l'automne 2016. C'est un fonds tripartite, donc c'est-à-dire que c'est une collaboration entre le Bureau du développement durable, l'AEP et l'AECSP. Les trois en fait mettent de l'argent dans ce fonds dans le but de pouvoir vraiment encourager des initiatives qui auraient lieu ici à Polytechnique. Donc pour transformer un petit peu Polytechnique en laboratoire vivant de développement durable. Petite parenthèse, la contribution de l'AEP est en partie payée par la taxe qui existe sur les gobelets. Depuis la rentrée 2016, il y a une taxe de 15 sous sur le gobelet. Au lieu d'avoir un rabais quand on utilise sa tasse, on a une taxe sur le gobelet pour rappeler que en fait, un gobelet, c'est un déchet, c'est pas recyclable, ça va directement à la poubelle. Donc, on essayait de changer un petit peu la perception de l'utilisation des gobelets. Donc, on a mis une taxe et ça permet de financer en partie en fait ce fonds-là. Donc, c'est vraiment un fonds qui est ouvert à tout le monde de Polytechnique. Donc, les employés, les étudiants peuvent appliquer. Il y a un appel à projet qui a eu lieu les 2 derniers automnes. Il devrait se renouveler là l'automne prochain. On peut soumettre un projet, il faut le décrire. Expliquer en quoi on pense que ça aura un impact positif en matière de développement durable à Polytechnique. Lors de la dernière édition, le fonds quand même était de 15 000 $. Donc ça a permis de financer plusieurs projets. Il y en a 6 qui ont été retenus l'automne passé. Donc c'est des projets vraiment variés. Il y a eu le premier festival Zéro Déchet qui a eu lieu cet hiver. Donc c'était une co-organisation Polymonde, Polysphère, Polyénergie. Ils ont obtenu un peu d'argent pour ça. Le club cycliste, on a un club cycliste qui est en train de se fonder à Polytechnique. Ils ont eu aussi un peu de financement pour ça. Le projet Polycarbone, lui, c'était la 2e édition déjà du fonds, notamment pour tous les efforts de sensibilisation qu'ils ont fait avec le défi VG et le gaspillage alimentaire. Donc Polycarbone, une OBNL qui s'est fondée en 2017 à l'initiative de 5 étudiantes en fait, de Polytechnique. L'idée est de développer une bourse carbone sur le campus de Polytechnique. Donc des gens qui feraient des efforts de réduction pourraient en fait émettre des crédits carbone qui pourraient être rendus disponibles à d'autres personnes du campus qui voudraient compenser en fait leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le genre vraiment d'initiatives très intéressantes qui peuvent être stimulées par ce genre de fonds. On a aussi une collaboration Institut EDEC et le Polyfab Normand-Bray pour faire de l'économie circulaire sur le campus, donc pour développer en fait une machine qui va recycler les restes les résidus plastiques des imprimantes 3D pour refaire des blocs d'usinage qui pourront réutiliser en fait au Polyfab. Donc vraiment des initiatives très 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 concrètes. On a aussi eu Chrysalab qui développe une sonde de détection de la qualité du sol et qui veut faire de l'éducation autour de ça. Et on a aussi les sociétés techniques qui ont parti un projet pilote de récupération du polystyrène expansé ou du polystyrène qu'ils utilisent en fait dans les ateliers des sociétés techniques. Donc c'est vraiment le genre de projet qu'on voit émerger et que le fonds est vraiment là, a pour but vraiment d'aider ce genre d'initiative et vraiment d'encourager une multiplication de ce genre d'initiative. Donc tous les projets et l'édition d'avant aussi, c'est disponible sur le site internet, donc pour ceux qui veulent aller voir la description des projets. Et puis je dirais qu'il faut rester à l'écoute pour la prochaine édition. D'ailleurs, le site internet, c'est polymtel.ca/durable. Exactement. Ça, voilà, pour les auditeurs qui seraient intéressés à déposer des projets. Mais d'ailleurs, justement, je suis allé à la rencontre de Polymonde. D'ailleurs, ils sont venus ici. Je les ai invités ici pour les interviewer, pour comprendre un peu qu'est-ce que c'était Polymonde et pourquoi ils sont partis ce projet Zéro Déchet. Donc, on peut les écouter se présenter Polymonde. En fait, Polymonde, c'est une initiative
étudiante. Ça fait 29 ans que ça existe maintenant. On est 24 étudiants de différents génies, 9 génies actuellement cette année. Puis, dans le fond, on fait une mission industrielle avec, dans le fond, une étude économique. Ça consiste vraiment à des visites industrielles sur l'année scolaire ici au Québec, donc dans 3 secteurs d'intérêt, dont cette année, le secteur agroalimentaire, le secteur des technologies de l'information et des communications, puis le dernier secteur qui est technologie de la santé, biomédicale, pharmaceutique. Donc, on effectue des visites industrielles au sein de compagnies dans ces 3 secteurs-là, une trentaine. Puis par la suite, en mai prochainement, on va s'envoler pour l'Inde pour aller effectuer d'autres visites industrielles dans le pays d'intérêt qui cette année est l'Inde. Puis par la suite, on est amené à rédiger un rapport sur, dans le fond, ces différents secteurs-là, mais aussi au niveau de la culture, macroéconomie, microéconomie, qui sont vraiment un peu nos, les highlights, les choses qu'on a découvertes sur l'économie, mais aussi sur les technologies, puis la concurrence du Canada dans ces secteurs-là. C'est beaucoup une comparaison, en fait, le Canada versus l'Inde. Mais justement, je ne les ai pas présentés, c'était Camille et Sarah qui viennent de Polymonde. Mais le but de notre rencontre, c'était justement de parler du festival Zéro Déchet, parce que c'était les 2 personnes qui étaient en charge. Donc elles nous expliquent ce que c'était et pourquoi elles le faisaient. Ça se voulait vraiment une initiation au mouvement Zéro Déchet, D'accord. donc surtout aussi avec la conférencière Le Miniver. Ouais. Ça a été vraiment un bel événement parce que ça se voulait aussi... une démystification un peu du phénomène, dans le sens où on peut y aller selon nos limites, puis avoir une idée un peu des petits gestes au quotidien qu'on peut faire pour vraiment migrer vers un peu ce mouvement-là, cette philosophie-là. Fait que ça a été vraiment intéressant, autant pour les membres de Polymonde que vraiment pour la communauté polytechnicienne. Mais ça se voulait vraiment une initiation au mouvement mondial. Mais et du coup, il y avait beaucoup de choses à vendre là-bas dans ce festival. Et justement, je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'il y avait à vendre, évidemment, parce qu'on connaît beaucoup les brosses à dents. Les brosses à dents en bambou, c'est le plus connu. Mais il y en a aussi d'autres. On a des brosses à dents en bout, des savons biodégradables, autant des shampoings, des barres de shampoing. On avait des déodorants, des sacs pour l'épicerie. Quand on va faire l'épicerie, puis tu veux mettre tes fruits au lieu de les mettre dans des sacs de plastique. Des petits sacs pour ça, pour le vrac, en fait. Ça s'appelle des sacs pour le vrac. Le tampon à récurer ou comment on appelle ça? Ouais, dans le fond, c'est des fibres de coco, tu sais, ce qui remplace en fait les SOS, qui est connu au Québec comme les SOS, pour dégraisser ou la vaisselle. Dans le fond, c'était c'est des fibres de coco, donc entièrement biodégradable. Donc à la place d'avoir des fibres d'acier, c'est ça? Exactement. Et donc donc à la place d'avoir des fibres d'acier, donc c'est sûr que ça réduit énormément l'impact écologique d'avoir des fibres de coco à la place d'avoir des fibres d'acier. Et finalement, ils nous ont parlé justement du fond des initiatives durables. Donc, Ce qui a été intéressant, c'est l'appui du Fonds des initiatives durables qui nous a permis, parce qu'on a gagné la bourse, de vraiment concrétiser cet événement-là. Puis par la suite... le fait d'avoir remporté le prix pour l'initiative durable de l'année, mais ça a juste bien complété notre expérience, qui va pouvoir, selon moi, être répétée pour les prochaines années à venir. Ouais. Je pense que c'est une belle initiative à maintenir, puis c'est un mouvement qui mérite qu'on mette en lumière. Donc voici un bel exemple de l'appui qu'a pu avoir le Bureau du développement durable et ce fonds aux initiatives durables avec ce genre d'initiative. Polymonde était vraiment enchanté justement de parler de ça et était très fier de leur projet. Donc évoquons une deuxième initiative durable à Polytechnique, celle de Polysphère et de sa Free Poly. Donc Polytechnique s'est transformée en véritable friperie, le but étant de donner une deuxième vie à des vêtements d'étudiants achetés par d'autres étudiants. Donc c'est vraiment le fait d'avoir un système fermé qu'ils ont voulu mettre en place pour créer une économie circulaire. On pourra en reparler tout à l'heure avec Monsieur Detinck. Cholet, vous n'avez pas travaillé avec Polysphère sur ce projet en tant que tel, mais vous avez quand même des bons contacts avec eux. Vous êtes donc c'est sûr que vous les appuyez aussi et vous les conseillez sur beaucoup de sujets. Donc ce sont des initiatives de ce type que vous soutenez. Et donc, amis auditeurs, si vous avez un projet à caractère durable, n'hésitez pas à contacter le Bureau du développement durable. Il se trouve d'ailleurs, où se trouve le bureau ? On n'a pas un lieu physique tout à fait défini, mais nous sommes au 5e étage, dans un petit couloir en face du secrétariat du département des génies civils, géologiques et des mines. Donc, je conseillerais plutôt le courriel, c'est plus facile pour expliquer. Donc, durable @polymtl.ca.
D'accord, génial. Donc il y a des C'est bien des super initiatives de ce type. Et donc d'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup d'initiatives de ce type à Polytechnique que vous avez soutenues? En fait, justement, c'est vrai qu'on voit qu'il y en a de plus en plus et des initiatives là comme Polysphère et sa Fripoly où ça part vraiment de manière indépendante. Enfin, c'est vraiment très très inspirant et puis c'est tout à fait ça l'idée. Hein. Le but, c'est que vraiment tout le monde ait envie de faire des initiatives sans forcément que ça parte toujours des mêmes personnes. Hein. Là, c'est vraiment parfait. Donc, quand on a su qu'il y avait une friperie comme ça, on était super enthousiaste. Donc, on a partagé l'information avec plaisir. En fait, l'année dernière, donc en 2016-2017, on s'est dit, oui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives comme ça, d'activités ouvertes à la communauté qui ne sont pas forcément organisées par nous. Et c'est vraiment ça le but aussi, que vraiment, il y en ait de plus en plus. Donc, on les a recensées. Et l'année dernière, donc vraiment, ce qu'on a considéré comme activités ouvertes à toute la communauté, donc aussi bien étudiants, employés, gratuits, on a dénombré 46 activités en lien avec le développement durable, donc de mai 2016 à avril 2017. Donc on va refaire l'exercice de les compter pour la dernière année qui vient de s'écouler, parce que c'est vraiment inspirant, et puis on se dit qu'il y a une belle lancée. Et vous prendrez en compte évidemment l'initiative de la patate chaude. Bah oui, tout à fait. Mais oui, tout à fait. C'est évident. Vous présentez aussi le Bureau du développement durable comme une ressource pour la communauté. Est-ce que beaucoup de monde vous utilise de cette façon-là? En fait, on remarque que oui, de plus en plus de personnes viennent nous voir, entendre parler du bureau, que ce soit des étudiants, des employés, des enseignants, des professeurs. On est de plus en plus sollicités, donc c'est une bonne nouvelle. Quand on dit ressources, centre de référence, on essaye aussi de partager de l'information. Donc, par exemple, l'année dernière, on a mis en place une nouvelle page Moodle, l'ingénieur et le développement durable. Donc, tout le monde dans Polytechnique a accès à cette page Moodle. Et c'est vraiment une page où il y a des vidéos sur le développement durable, des liens vers des sites internet utiles, des liens vers le site aussi du bureau, vers le rapport de durabilité. Donc, c'est vraiment une page de référence qui peut servir à toute personne qui se questionne. On essaye de l'améliorer en continu quand on entend parler de nouvelles choses, de nouveaux centres qui pourraient être intéressants. On essaye de... Donc ça, c'est un exemple de ressources en fait, qu'on peut fournir et qu'on essaye de mettre en place. D'accord. Donc, il y a... Il faut dire aussi que le cours de l'ingénieur et le développement durable, en fait, il y a des quiz. En fait, je l'ai pris l'année dernière. Je l'ai terminé. Donc, c'est un cours assez très intéressant. Donc, il y a des petits examens, là, donc il faut quand même prêter attention. Alors, je profite de ça pour en fait apporter une nuance. Il y a deux choses. Il y a la page Moodle qui utilise les capsules vidéo et il y a aussi le MOOC. C'est-à-dire qu'en fait, donc là, je pense, Guinel, que tu parles du MOOC, l'ingénieur source de solutions durables. Donc ça, c'est un autre projet du Bureau du développement durable. On s'est lancé dans la production de MOOC. Donc les MOOC, c'est c'est les Massive Open Online Courses. C'est un grand mouvement qui existe dans la plupart des grandes universités à l'international. C'est de partager son savoir en offrant en fait des cours en ligne gratuits. Donc c'est non crédité. C'est vraiment pour plus de la formation continue, de l'intérêt personnel. Et justement, on a fait un cours et c'est pour ça en fait on a beaucoup de vidéos, on a beaucoup de matériel qu'on a voulu rendre pour les gens qui en fait n'ont pas eu le temps de s'inscrire aux éditions du MOOC, où là, il y a effectivement un quiz et on peut même obtenir un certificat, une attestation de participation. On a voulu rendre quand même ce matériel aussi disponible à la communauté de Polytechnique via la page Moodle. Mais le cours, effectivement, c'est un cours le matériel est disponible à chaque semaine. On a des quiz pour tester ses connaissances. On a un forum pour échanger avec les autres participants. Et puis, on a un beau taux de participation à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est une façon d'être étudiant à côté de nos études, en fait. Voilà, si on aime vraiment ça. Donc, vous avez également d'autres projets en cours, si je ne me trompe pas. Au niveau de 2017-2018, là, il y avait une histoire d'année de la mobilité durable, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc en fait, en septembre 2017, l'école a adopté un plan d'action en matière de mobilité durable. Donc c'est vraiment en fait d'encourager le transport alternatif à l'utilisation de l'auto solo. Donc il y a eu un sondage qui a eu lieu l'année passée qui nous a permis de remettre à jour en fait les chiffres et puis de se rendre compte un petit peu comment la population de Polytechnique se déplace. Donc on veut vraiment appuyer en fait les initiatives puis encourager notamment la culture du vélo qu'on trouve qu'il y a beaucoup de cyclistes
à Polytechnique, mais peut-être qu'on n'en parle pas assez, on ne reconnaît pas assez leurs efforts, parce que faut quand même, surtout ceux qui montent la côte, il faut quand même reconnaître leurs efforts. Donc en fait, on décide vraiment de mettre ça plus de l'avant. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, on a lancé quelques activités autour du vélo. En parallèle de votre émission ce soir, il y a un premier cours de mécanique qui est offert par Bicyclo, notre atelier de réparation communautaire de vélo. Donc on essaye vraiment de rappeler aux gens qu'il y a le vélo, il y a la marche, le transport en commun, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager en fait. Et c'est pas parce qu'il neige en avril que c'est une raison de pas prendre le vélo en fait. Le verglas, ça peut peut-être être une raison, la neige. Non, on a plein de cyclistes qui font du vélo d'hiver. D'accord, génial. Donc on a pas mal fait l'état des lieux actuel. Donc quels sont les prochains défis pour le bureau du développement durable à Polytechnique ? Alors les prochains défis, on a des défis qui sont plus dans notre quotidien. Donc là, notre prochain gros projet, c'est aussi notre prochain rapport de durabilité. Puis essayer aussi de vous faire une belle programmation d'événements pour l'automne prochain pour créer des occasions d'échanger sur ces questions-là. Donc on pense probablement à refaire un Repair Café l'automne prochain, là, qui est un événement qui a suscité pas mal d'intérêt l'automne passé et cet hiver. Mais c'est sûr que le plus gros défi, c'est de s'assurer en fait, que le développement durable soit vraiment dans le quotidien de notre communauté, donc vraiment aussi bien dans nos actions de la vie de tous les jours, bon, si possible à la maison, mais surtout sur le campus, on ne peut pas aller non plus, notre but c'est pas non plus d'aller vérifier et surtout pas juger les pratiques des gens, mais vraiment aussi dans nos pratiques professionnelles. Donc nous, notre priorité numéro 1, c'est aussi que vous, les futurs ingénieurs, vous ayez aussi à cœur ces notions-là et de vous offrir un cadre en fait pour vous permettre d'échanger et d'apprendre ces notions qui quand même évoluent aussi assez rapidement et puis qui vont être essentielles dans votre future pratique. D'ailleurs, petite précision pour ceux qui ne connaissaient pas le Repair Café, c'est un événement à l'initiative du Bureau du développement durable, c'est ça ? Et surtout du Polyfab Normand-Bray. D'accord, surtout du Polyfab Normand-Bray. Donc c'est vraiment une collaboration des deux services. Et c'était le concept, c'était les gens arrivaient avec des biens de consommation qui étaient cassés et il fallait les réparer en fait. C'était pour leur apprendre à réparer des choses pour éviter d'en racheter d'autres et créer des déchets en fait. Oui, surtout pour sensibiliser que souvent, avant l'étape de la poubelle, il peut y avoir une étape de réparation. Donc c'est vraiment pour sensibiliser à ça et puis offrir l'occasion aussi de les réparer parce que malheureusement, c'est pas partout qu'on trouve aussi facilement où réparer un grille-pain qui ne vaut pas très très cher. Un vieux frigo. On a quand même limité le volume. Voilà, on a limité le volume. C'est sûr que les gens sont surtout venus avec des grille-pains, des cafetières ou des ordinateurs, beaucoup plus qu'une machine à laver ou un frigo. Ça me rassure. Surtout à monter la côte. Voilà, on revient à la côte. En vélo avec le frigo dans une remorque. Oui. Donc, et comment vous voyez là, parce qu'on parlait justement des prochains défis, comment vous voyez ces défis ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a fait la partie facile ? Parce que là, souvent, ce qu'on dit, c'est que laisser justement, faire en sorte que les gens n'utilisent plus la voiture, c'est quelque chose de compliqué. Tu sais, les gens qui habitent en banlieue, leur obliger à lécher la voiture, c'est sûr que être assis confortablement dans sa voiture avec du chauffage quand il fait moins 30 dehors, c'est quand même plus agréable que d'attendre le bus. Donc c'est sûr que est-ce qu'on n'aurait pas fait la partie facile et maintenant on s'attaque plutôt à la partie qui est plus compliquée pour faire changer les comportements à Polytechnique ? Je dirais que, en fait, je dirais pas que la partie facile a été faite. C'est sûr qu'il y a une très grande partie qui a été faite. Déjà, l'école s'est dotée d'un bureau du développement durable, une équipe de conseillers, on peut faire des événements. Donc là, il y a une très très grande partie, il y a un vrai engagement de l'école. Donc ça, c'est sûr que pour discuter de ces enjeux-là, du développement durable et tout, il y a eu toute cette ouverture-là. Donc c'est un gros morceau qui a été fait. Le reste, oui, c'est des défis, mais il y a un très très bon accueil de la part de la communauté de Polytechnique, que ce soit les employés, que ce soit les étudiants. On voit qu'il y a une prise de conscience, il y a une volonté de changer. Le but, c'est d'obliger personne. C'est sûr qu'il y a des gens pour qui, pour certaines personnes, la voiture, oui, certes c'est un choix, mais il y a plein de raisons qui font que pour certaines personnes, c'est la solution. Mais le but, c'est d'ouvrir la discussion et de voir si certaines personnes, ils peuvent faire un choix différent. Mais on veut vraiment y aller dans une approche positive et vraiment sans jugement, parce que c'est pas en obligeant les gens que
ça va fonctionner non plus. Mais comme je vous dis, il y a vraiment un très très bon accueil. Mais vraiment, tout ce qui s'est passé dans les dernières années, les discussions, le fait que par exemple vous nous invitiez dans une émission de radio pour parler du Bureau du développement durable, c'est vraiment très encourageant. Donc non, je pense que je dis pas que c'est facile ce qui reste à faire. Non, ça l'est clairement pas. Mais on est en bonne voie. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. L'entretien avec Moi, j'ai touche à appris sa fin. beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup de toute cette information-là. J'étais longtemps à Polytechnique, dont 8 ans membre du Comité de développement durable. Et à l'époque, ce bureau-là n'existait pas ou il était embryonnaire. Et puis, je vois maintenant qu'il prend de l'ampleur. Je trouve ça très intéressant. Merci. Bravo et continuez. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est vraiment là pour ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur le plateau. C'est vraiment génial, très intéressant. Donc, on vous reverra certainement sur le plateau, je l'espère. J'espère bien moi aussi. Avec grand plaisir, en tout cas. Donc, petite pause musicale et après, on continuera sur les enjeux globaux avec Bruno Detinck. Merci beaucoup. Et nous revoilà dans l'émission de la patate chaude avec cette super musique. Merci d'avoir patienté. Guinness, je te laisse la parole. Tantôt on a parlé pas mal d'initiatives qui se déroulent à Poly et Shirley nous a présenté quand même de très grands projets qui se déroulaient pendant l'année 2016 et 2017 et aussi qui sont en train de se faire cette année. Donc maintenant on va passer un peu à une autre échelle, on va passer au niveau provincial, Canada et pourquoi pas un peu internationalement. Donc on a vu en 2015 qu'il y a eu la COP 21, donc où il y a eu quand même beaucoup de chefs d'État ont participé. Donc l'une des particularités, c'est qu'il y a eu beaucoup de pays du Sud, des pays qui ne sont pas grands producteurs de gaz à effet de serre, qui ont participé, qui ont signé en fait l'accord. Et il y a eu des cibles en fait assez, on peut dire, surprenantes. Par exemple, il y a la Suisse qui se veut d'ici 2030 réduire de 50% ces émissions à gaz à effet de serre, le Canada 30%, les États-Unis et la Chine, ils ont été un peu plus conservateurs en se donnant un petit 28%. Donc, on va voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ça a eu lieu en 2015, on est en 2018, c'est passé quand même 3 ans. On va voir s'il y a eu des efforts, si on a beaucoup à faire ou si on a déjà trop fait. Et on va voir aussi ce qui se passe aussi au Québec. Donc aujourd'hui, on a encore invité notre expert, M. Bruno Detinck, avec qui on va faire cette discussion. Donc, comme première question, comme j'imagine, vous devez suivre d'assez près en fait l'actualité québécoise et un peu internationalement. Donc, pensez-vous qu'on est dans la bonne direction par rapport aux cibles qu'on a fixées? J'aimerais pouvoir répondre oui. Malheureusement, pas nécessairement. Il y a des très belles décisions, accords qui ont été signés, mais les actions ne suivent pas. Et c'est ça qui est dommage en général quand on regarde la plupart des pays. Ils ont pris des décisions localement qui vont à l'envers de ce qu'ils ont signé à Paris en 2015. Donc, en fait, si je comprends bien, on n'a pas fait grand chemin jusqu'à date. On a fait un petit bout de chemin, mais vraiment pas assez. Comme on le sait bien, le changement, ça ne vient pas d'un jour à l'autre. Donc, c'est pas en fait le mois prochain qu'on aura une réduction significative des gaz à effet de serre. Donc, mais toutefois, avec ces initiatives qui apparaissent un peu partout dans le monde, on peut dire quand même qu'on avance on avance plus vite que 10 ans auparavant. Oui et non. Les indicateurs donnent une information quand même assez différente. Quand on regarde les émissions globales de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète, il y a une croissance. Il y a une croissance pour 2 raisons. D'abord, la population globale de la planète augmente, elle continue à augmenter. Cette population-là, il y a une partie qui est les gens du Sud qui veulent augmenter leur bien-être. Et c'est normal. J'ai passé 7 semaines en Afrique à l'automne, au Cameroun puis au Gabon. Et les gens veulent augmenter leurs conditions de vie. Ils partent de conditions très difficiles et c'est normal de les aider.
Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils vont nécessairement consommer plus d'énergie, donc émettre plus de gaz à effet de serre. De l'autre côté, les pays du Nord ne font pas ce qu'ils devraient faire. Pour permettre de stabiliser les émissions, il faudrait que les pays du Nord réduisent beaucoup leur consommation d'énergie fossile pour permettre aux pays du Sud de, eux, augmenter un peu leur consommation. Mais ce n'est pas le cas. Le per capita, d'abord, la population des pays du Nord augmente relativement peu, en tout cas un petit peu, mais surtout par l'immigration. Mais per capita, les habitants des pays du Nord continuent à augmenter leur consommation. Alors, il y a des très beaux chiffres au Québec, hein, on pourra en parler tout à l'heure, mais ça, c'est quand même dramatique. Et ça pénalise les pays du Sud dans leur désir d'amélioration. Quant à cette question, moi, j'ai un avis assez mitigé sur le fait que c'est vrai que quand on regarde sur la population en tant que telle, comment elle réagit, à Montréal, il y a quand même beaucoup de changements. C'est-à-dire que les gens sont quand même beaucoup plus conscients. Il y a beaucoup plus d'utilisation de vélo. On en parlait tout à l'heure, la demi-heure qui précédait. Aussi, dans la gestion des déchets, il y a le compost qui débarque à Montréal et qui est quand même très bien accepté par la population. Donc ça, c'est le côté positif. Hein. Je me dis que oui, on avance quand même super vite et à 1000 à l'heure et c'est génial. Mais à côté de ça, on va voir, mais je vais prendre un exemple qui est un peu extrême à New York. Je suis allé il y a quelques semaines et j'ai été ahuri à quel point le modèle de consommation est basé sur les déchets. C'est-à-dire que tout part à la poubelle. Déjà, le midi et le soir, ils commandent chez eux. C'est-à-dire qu'il y a, on parlait de polyester expansé, mais il y a aussi du carton qui part tous les jours à la poubelle et il n'y a aucun recyclage, ou très peu, en tout cas pas où j'étais, pas dans Brooklyn, alors qui est quand même considéré comme le en avant, le hipster de ce qu'on veut. N'empêche que il y a pas cette conscientisation de l'autre côté de la frontière. Donc d'un côté, quand on regarde les deux modèles de consommation, il y a des énormes progrès qui ont été faits, je pense, mais il y a encore une énorme marge de progression pour les pays qui arrivent. Donc, si je comprends bien, on devrait appeler le bureau du développement durable pour aller intervenir. Exactement. Il ne devrait pas être à Montréal, il devrait être à New York. Donc on est comme on a parlé tantôt de COP Paris, donc il y a eu beaucoup qui ont signé et aussi le Canada qui a décidé de réduire de 30% ses émissions. Donc, dès lors, les provinces, c'est quelque chose qu'on a vu, toutes les provinces se sont dotées aussi d'un plan énergétique 2030. Donc, toutefois, la communauté scientifique, elle reste quand même sceptique. Elles se disent que les cibles sont quand même trop élevées et que, par rapport aux actions qui sont posées, on n'arrivera pas à temps à réduire tant qu'on le voulait. Donc, selon vous, que pensez-vous, selon vous, ce serait quoi les freins pour atteindre ces cibles? Des freins économiques principalement. Économiques, mais en même temps aussi de consommation individuelle. Il y a les deux côtés. Si on regarde simplement le panorama canadien, on signe l'accord de Paris. Au retour, le premier ministre nous déclare que le développement des sables bitumineux va continuer à se faire. Tout récemment, il y a tout le conflit autour du pipeline Kinder Morgan. Et il appuie ce développement-là. Ce pipeline-là, juste en termes, uniquement lui, en termes d'augmentation, parce qu'il y en a un premier qui existe, qui a à peu près 300 000 barils par jour qui circulent à l'intérieur du pipeline, l'augmentation serait de 590 000 barils par jour de circulation, ce qui équivaut en termes d'émissions de CO2 à 17 millions de tonnes de CO2 par année d'augmentation, uniquement pour ce pipeline-là. Il y a celui de Keystone qui se développe. Il y a un autre qui va se développer aussi du côté sud albertain. Donc, on se retrouve avec un désir de développer les sables bitumineux, ce qui fait qu'en réalité, ça va pénaliser les cibles. On ne pourra pas atteindre les cibles. Toutes les évaluations actuellement sont en train actuellement de dire qu'on est dans la voie d'augmenter les émissions au lieu de diminuer pour aller vers les cibles qui ont été annoncées. Donc ça, c'est vraiment une des grosses problématiques. Et puis là, naturellement, le système politique encourage ça quand M. Trudeau déclare qu'on peut en même temps développer les sables bitumineux puis réduire les émissions. Bien, il y a une contradiction dans les termes, et puis ça, tous les scientifiques le disent, sauf que le milieu financier est très content de ça. Mais d'ailleurs, il y a des chiffres qui sont sortis aujourd'hui ou cette semaine, je crois, c'est les chiffres d'émissions de CO2 de chaque pays. Et c'est le Canada qui l'a donné aujourd'hui pour l'ONU. Et il y a une réduction de 1,4%, ce qui a été commenté comme quelque chose de ridicule et qui on ne devrait même pas en parler. C'était les termes utilisés par les personnes qui ont reçu ces chiffres. Voilà. Non, merci de l'information.
Donc, on va revenir maintenant, on va laisser un peu le Canada, on va revenir, bon, on va être encore à l'intérieur du Canada, mais on va revenir plutôt un peu provincial, on va revenir au Québec. Donc, juste pour, je vais en fait rappeler en fait c'est quoi les cibles du plan énergétique Québec. Donc, on pense une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'énergie de 15%, réduction de la consommation de produits pétroliers de 40%. Ça veut dire réduire notre flotte de voitures à peu près 90%. Éliminer le charbon thermique. Bon, bien qu'ici au Québec, la proportion de charbon elle est très faible. Augmenter la production d'énergie renouvelable de 25% et augmenter la production de bioénergie, c'est-à-dire biomasse, bioéthanol, tout ce qui est bio. Donc, ce sont des cibles qu'on peut dire très ambitieuses. Donc, on peut constater que avec le plan énergétique Québec, le gouvernement veut bien s'aligner avec ce qui a été signé à Paris. Donc, et une des premières actions, ça a été la subvention pour l'achat d'une voiture électrique. Donc, aujourd'hui, Québec finance jusqu'à $8,000 pour l'achat d'une voiture électrique. Donc, et comme on le sait, le transport, il est responsable de 40% des émissions. Donc, on peut dire que ça pourrait aider. Donc, mais toutefois, l'année 2017 s'est terminée avec une hausse des ventes de voitures à essence. Donc, on peut voir que l'effet de cette subvention, on peut dire on ne l'a pas encore vu. Et si on voit bien, et particulièrement les voitures qui sont vendues, ce sont les VUS. Ce sont de grands consommateurs d'essence, comme nous le savons. Donc, les gens continuent, même avec cette subvention, la voiture électrique, elle peine quand même à faire son entrée sur le marché. Donc, par rapport à cette subvention, pensez-vous que c'est une meilleure solution si on regarde le moyen terme ou long terme? Les subventions, ça peut aider. Il y a certains pays européens où les subventions ont bien fonctionné, comme en Norvège. Au Québec, jusqu'à date, ça a très, très peu fonctionné. Les chiffres réels au Québec, les voitures hybrides ont pris pas mal de place, à peu près 100 000 voitures hybrides qui ont été vendues. Mais les voitures toutes électriques, il y en a 22 000 actuellement de vendues. C'est très, très peu, même avec la subvention. Donc, sur un parc d'automobiles de 5 millions de véhicules, alors quand on parle de 22 000, ça veut dire 0,4% de la flotte. Ça, c'est insignifiant. Ça n'a pas d'impact sur la consommation et la production des gaz à effet de serre. La problématique avec ça, c'est que l'énergie qu'on consomme avec les gros véhicules augmente plus vite que même la population. La population augmente tranquillement, mais le transfert des gens vers des véhicules plus gros a été plus rapide. Pour moi, la solution en termes de transport, c'est beaucoup plus le transport actif, comme le vélo pour venir à Poly. J'ai monté à la côte quelques fois il y a assez longtemps quand j'étais plus jeune. Très agréable à descendre et de remonter. Mais je dirais que les transports actifs et transports collectifs, c'est vraiment l'avenir. Puis dans le transport collectif, il va falloir absolument passer à des coûts près, c'est-à-dire passer vers des systèmes bonus-malus. Dans les pays européens, ils utilisent ce système-là beaucoup, c'est-à-dire qu'on va, oui, donner un bonus à ceux qui ont des véhicules qui sont de faible consommation ou zéro consommation, et un malus, ça veut dire qu'on pénalise, on met des taxes. Alors, quand on regarde, par exemple, au Danemark, ce que peut coûter un VUS, c'est le triple à peu près du prix que ce qui est vendu ici. Pourquoi le reste, c'est une taxe à la consommation? Alors ça, c'est une politique en Europe qui leur permet d'avancer rapidement. L'Amérique du Nord est beaucoup plus restrictive là-dessus. On a le droit d'acheter ce qu'on veut, puis pas être pénalisé. C'est l'ensemble de l'humanité qui est pénalisée. Donc, si je comprends bien, l'intention, en fait, elle est bonne, mais quand même, il faudrait revoir les lignes directives pour qu'elles soient un peu plus précises, pour qu'on puisse arriver de manière plus efficace à notre objectif final. Oui, tout à fait. OK, d'accord. Donc, en parlant de lignes directives, il y a un nouveau concept qu'on entend parler beaucoup dernièrement, c'est l'économie circulaire. Donc, par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'économie circulaire vise à limiter le gaspillage de ressources et les impacts environnementaux, tout en augmentant l'efficacité d'utilisation de ces ressources. Donc, en résumé, le but ici, c'est de repousser la fin de vie d'une ressource le plus possible en les réinjectant ou en les réinjectant en les réutilisant ou en les recyclant. Donc si je comprends bien, avec l'économie circulaire, on peut dire que c'est une bonne piste de solution. Bon, il y a deux façons d'aborder ça, soit la façon méchante ou la façon plus douce. Méchamment, je dirais que d'abord, c'est le mot qui me pose problème. C'est un peu comme le téléphone intelligent. Le téléphone ne sera jamais intelligent.
L'intelligence est dans le cerveau des humains parce que l'humain peut rêver. Le téléphone ne rêvera jamais. L'intelligence est beaucoup reliée au rêve. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas que de la logique. Pour ce qui est de l'économie circulaire, encore là, c'est le mot qui me pose problème. Ça donne l'impression que tout va pouvoir être recyclé de façon complète et c'est une erreur fondamentale pour tous ceux qui ont fait un cours de thermodynamique. Je rappelle simplement ce que c'est que la deuxième loi thermodynamique. C'est la loi qui s'appelle aussi la loi de l'entropie, qui fait que pour n'importe quel travail fait, il y a toujours une perte d'énergie quelque part. Okay? Donc, on n'aura jamais un rendement de 100%, c'est impossible. À partir du moment où on n'a pas un rendement de 100%, il va y avoir des pertes, mais ils sont où les pertes? Il y a deux, si on classe ces pertes en termes de matière, simplement on parle en termes de matière, il y a deux types. Il y a d'abord les phénomènes dispersifs. Vous avez tous des murs blancs à la maison, je pense. Ça, c'est une mode actuellement. Il y a eu une mode avec les murs noirs, d'autres mauves, mais maintenant, c'est des murs blancs. La peinture blanche est faite avec de l'oxyde de titane. À partir du moment où on prend du titane dans une mine pour faire de l'oxyde de titane et qu'on fait de la peinture blanche, c'est un beau pigment, bien, au bout de 10, 20, 30 ans, on repeint, et puis qui est devenu la peinture en poussière. Donc, ce n'est pas récupérable. Même affaire avec les automobiles puis le platine. Le platine est utilisé comme un des matériaux inclus dans les catalyseurs 3 voies pour réduire les polluants. Au bout de 50, 100 000 km, en général, les catalyseurs finissent par perdre leur efficacité. Pourquoi ils perdent l'efficacité? Parce qu'il y a une partie du platine et d'autres matériaux comme le rhodium qui sont déposés en couche mince dans le substrat, finit par tomber en poussière le long des autoroutes. Donc, à quel endroit on va retrouver du platine? C'est le long des autoroutes. Donc, ça, c'est des phénomènes dispersifs qui fait qu'on ne pourra pas récupérer ça. C'est impossible. Deuxième phénomène relié à la thermodynamique, c'est le phénomène que plus la concentration d'une matière, de matériaux particuliers, par exemple, disons le cuivre, dans une mine, plus la concentration baisse, plus il faut mettre de l'énergie pour aller récupérer ce cuivre-là, et plus on va avoir aussi de déchets. Okay? Les mines de cuivre d'il y a 100 ans avaient des concentrations facilement autour de 25 % de concentration de cuivre natif. Maintenant, on commence à exploiter des mines qui sont en bas de 1 %. Donc, plus on va dans l'avenir, plus l'énergie va être importante pour aller puiser ça. Et la même affaire dans les déchets, pouvoir puiser le cuivre, l'or, l'argent dans les cellulaires, dans tout ça, c'est des petites quantités qui vont demander beaucoup d'énergie. Donc, l'économie circulaire me semble un petit peu fautive en termes de termes, okay? L'appellation. Moi, j'appellerais ça plutôt une spirale à rayon décroissant. Ça donne un point de vue un peu plus réaliste sur la réalité de ce que c'est. Mais je suis tout à fait d'accord pour rallonger d'abord la durée de vie, arrêter de faire des produits avec une obsolescence programmée, c'est une horreur, et recyclons de plus en plus, mais soyons pas dupes des mots. Les mots, des fois, peuvent avoir un élément aussi mythique où on a l'impression que la solution, c'est ça. La solution, ça va être d'autres choses, ça va être diminuer la consommation. Mais ça rappelle un peu nos cours où à chaque fois on est dans quand on résout des problèmes, c'est toujours dans un monde idéal, sans frottement. Donc ça serait l'économie circulaire dans ce cas-là. Mais oui. D'un autre côté, on a quand même parlé pas mal d'actions positives. Mais d'un autre côté, il y a certaines incohérences. Comme vous avez parlé tantôt de la pipeline à Kinder Morgan au Canada. Donc, c'est avec ça, il va y avoir une augmentation quand même significative des émissions de gaz à effet de serre. Et de l'autre côté de la frontière, on entend parler de réouverture de mines de charbon. Donc, comme on le sait, le charbon, c'est un polluant. Donc, avec tout ça, donc, ça devient de plus en plus difficile de dire qu'on va atteindre ces objectifs et qu'on va vraiment réduire l'émission de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui a pu génère en fait cette incohérence? Encore là, c'est un phénomène économique. Quand on regarde un peu les contraintes que vivent les compagnies, ils sont dans des horizons temporels entre 3 et 6 mois. Et tous les 3 mois, tous les 6 mois, ils déposent des budgets, ils déposent des comptes rendus de leurs actions. Et il faut que l'action monte. Ça devient un élément très contraignant. Pour faire ça, il faut qu'ils mettent de côté toute la partie environnement. Il y a des compagnies qui sont sensibles, qui vont faire des efforts. Mais les compagnies qui veulent absolument obtenir du rendement, ils ne vont pas faire d'efforts. C'est en dehors de leurs préoccupations.
On le voit dans les accords internationaux. Il y a des accords qui se signent actuellement et en général, l'environnement, c'est soit abandonné, soit contraint par des règlements excessivement difficiles. Comme par exemple, au Québec, il y a actuellement une compagnie américaine qui désirait faire de la fracturation hydraulique au Québec dans les années début 2010-2011 et avec un moratoire n'a pas pu le faire, a actuellement intenté un procès contre le gouvernement québécois de 250 millions de dollars pour pouvoir récupérer des bénéfices potentiels qui n'ont jamais été prouvés que ça c'est possible, mais ça fait partie des choses que les compagnies peuvent faire parce que l'environnement n'est pas protégé textuellement dans les accords. Et ça, c'est dramatique, ça. Donc en fait, c'est la croissance obligatoire qu'on cherche constamment. Donc l'idée de croissance qu'on doit absolument obtenir n'est pas forcément ni synonyme de prospérité sur le long terme, mais sur le court terme en fait. Donc c'est un sujet qui revient souvent, lorsque notamment les politiques nous parlent de la croissance économique. Beaucoup de campagnes avec des « oui, je vous remonterai la croissance pour baisser le chômage et que tout aille bien ». Mais en fait, ce n'est absolument pas une solution viable, si je comprends bien. C'est seulement une façon à court-termiste de répondre aux besoins, ou plutôt aux exigences de l'électorat. D'ailleurs, des exigences que les dirigeants doivent être en mesure de combler s'ils veulent rester dirigeants. Donc c'est ça aussi qui rentre en jeu. Donc c'est donc une spirale négative qui est basée sur le court terme, qui anime les dirigeants et futurs dirigeants d'aujourd'hui. Et cette chose doit changer par l'électorat. Oui. Et, on peut prendre un exemple, par exemple le Bhoutan, petit pays qui est entre l'Inde et la Chine, tout près du Népal. Moi, j'ai bien connu cette région-là. J'ai été plusieurs fois au Népal et puis dans le nord de l'Inde. Le Bhoutan a un terme, c'est le produit de bonheur intégral ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement le terme qu'ils utilisent, mais au lieu du PIB, ils essaient de parler en termes de bonheur des citoyens. Moi, je pense que l'évolution, la croissance peut se vivre non pas en termes matériels, mais en termes immatériels. Donc, développement social, développement d'éducation, développement de la solidarité humaine. C'est peut-être vers ça aussi qu'on va devoir aller et qui va donner une société beaucoup plus saine et plus viable à long terme. Jusqu'à maintenant, on s'est intéressé aux initiatives du gouvernement, mais aussi il y a des initiatives civiles, académiques, comme on l'a vu tantôt avec le Bureau du développement durable. Donc, dernièrement, on a eu l'initiative Le climat, l'État et nous. C'est un groupe d'experts qui se sont regroupés pour en fait donner proposer une nouvelle gouvernance environnementale québécoise. Donc, ça aurait été intéressant de les avoir sur le plateau pour qu'ils présentent leurs objectifs. Donc là, je retourne la question à Pierre-Marie. Pensez-vous que le climat, l'État et nous, c'est une bonne initiative? Déjà, je vais expliquer ce que c'est. Donc c'est le climat, l'État et nous. C'est une initiative dont on avait déjà parlé lors des autres émissions, mais qui mérite qu'on en parle encore, je suis d'accord. Pour replacer dans le contexte, c'est un groupe d'experts venus de différentes sphères, scientifiques, politiques et plein d'autres, qui ont élaboré, d'ailleurs la semaine dernière, donc très récemment, une déclaration qui a pour vocation de faire pression sur les partis politiques à la veille des élections provinciales. Donc le but ici est que le développement durable ou viable soit au cœur du débat politique et que les mesures strictes proposées dans les déclarations soient prises. En fait, c'est pour que ça soit dans le débat électoral et que ça permette aussi à l'électorat de se rendre compte de ce qui se passe. Donc c'est ça rapport avec de comprendre que c'est pas la croissance le but final. Donc on revient ici au point que j'ai avancé plus tôt. Les politiques doivent se soumettre aux exigences de leurs électeurs et donc avoir une omniprésence du développement durable obligera les politiques à suivre leur engagement. J'ai donc hâte de voir ce que les médias vont en faire de cette déclaration qui devrait être au cœur des discussions d'ici quelques semaines, je l'espère. Ok. Et Bruno, pouvez-vous nous parler aussi d'autres groupements individuels dont vous avez fait partie ou dont vous connaissez, qui font un travail excellent? Il y a beaucoup de travail de fait. Moi, je fais partie d'un comité de citoyens à Montréal qui s'appelle le MEAC, Mobilisation Environnement Anti-Cartierville. C'est un des 130 comités de citoyens qui existent au Québec actuellement et qui sont regroupés dans une association qui s'appelle RVHQ ou Réseau Vigilance Hydrocarbures Québec. D'ailleurs, demain, je m'en vais à Trois-Rivières pour une réunion
d'un sous-groupe. Ce collectif-là a été formé en 2010 quand il y a eu la première série de fracturations hydrauliques qui ont été faites dans la vallée du Saint-Laurent. Et à titre indicatif, je vous rappelle un petit fait historique. En 2011, il y a des étudiants de Polytechnique qui étaient dans mon cours de combustion et pollution atmosphérique qui m'ont dit qu'ils veulent faire un rapport à déposer au BAP. Le BAP, qui est le Bureau d'audience publique en environnement. Et le BAP a fait une série d'audiences sur la rive sud et jusqu'à Québec et en Gaspésie pour savoir est-ce que les citoyens, comment ils reçoivent ça, le désir des compagnies d'aller faire de la fracturation hydraulique dans leur arrière-cour. Et les étudiants ont été présentés ce rapport-là, un dossier est très bien étoffé. Je les ai accompagnés pour monter le dossier et le présenter. Ça a permis à l'époque d'arrêter parce qu'il y a eu tellement de plaintes, tellement de citoyens qui étaient contre le développement de fracturation hydraulique pour de gaz de schiste que le gouvernement de l'époque a mis un moratoire sur le système. Actuellement, ça recommence, c'est pas fini, on recommence à en parler de plus en plus, mais il y a eu quand même des luttes qui ont donné des très beaux résultats. Je voudrais juste vous situer un autre élément, la lutte autour de la centrale thermoélectrique du Suroît. Au début des années 2000, Hydro-Québec et le gouvernement provincial avaient décidé, en catimini, d'installer une dizaine de centrales thermoélectriques au gaz naturel pour fournir du courant électrique pour l'exportation. C'était une idée complètement farfelue. Les citoyens se sont organisés. Il y a eu énormément de plaintes. Il y a une centrale qui était visée principalement, c'est celle qui s'appelle le Suroît, qui est dans la partie ouest de la province, et elle a été arrêtée. Mais en catimini, le gouvernement en a quand même fait construire une autre par la compagnie TransCanada. C'est une centrale qui ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas besoin du courant électrique, mais il y a un contrat de 25 ans, ferme, qui est non négociable. Et chaque année, le gouvernement doit payer 150 millions de dollars à la compagnie TransCanada pour ne pas que la centrale fonctionne. Il y avait un plan d'installation de 10 centrales comme ça. Alors, imaginez-vous le coût. Alors, juste pour une centrale sur 25 ans à 150 millions, on est arrivé à 3,7 milliards de dollars donnés à une compagnie albertaine en stricte perte. Et là, ça, c'est des choses qui ont été faites. Mais, une chance, les citoyens se sont réunis pour dire non à ça. Il y a eu d'autres luttes qui ont été couronnées de succès. Le port de Kakuna pour protéger les belugas. Le pipeline Énergie S qui s'est arrêté, TransCanada, encore elle, n'a pas été plus loin puis a décidé l'an dernier d'arrêter. Une petite ville qui s'appelle Ristigouche, en basse Gaspésie, du côté près de la baie des Chaleurs, a été attaquée. C'est une municipalité de 200 habitants, là. Ils avaient fait un règlement pour protéger leur eau potable. Et une des compagnies pétrolières, Gaztem, les a accusés en disant on n'accepte pas votre règlement, vous nous empêchez de faire de la fracturation hydraulique. Ils ont été en procès et grâce à une levée de boucliers des citoyens, il y a eu une somme assez importante qui a été dégagée, qui ont engagé des avocats. Ils ont réussi à gagner contre la compagnie Gaztem en Cour supérieure du Québec. Et la compagnie a été déboutée de toutes ses demandes et a dû payer les frais d'avocat de la compagnie, de la partie adverse. Alors ça, c'est des choses qui me donnent quand même un aperçu d'un optimisme. Oui, je suis optimiste volontaire, là, mais en même temps très réaliste sur les enjeux qui ne sont pas faciles. Vous allez avoir votre génération, vous allez avoir des territoires à vous récupérer, à vous redonner pour être capable de les utiliser correctement. Puis c'est un gros travail qui reste à faire. Oui. Donc, si je comprends bien, en fait, on va atteindre ces cibles par rapport avec le développement durable et la société civile. Oui, le développement durable fait partie, que moi j'appelle développement viable, fait partie de l'ensemble des politiques à mettre en place puis le plus rapidement possible. Et bravo pour le bureau de Polytechnique. Génial. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Donc, moi, je voudrais juste rajouter une affaire. En tout cas, merci à la patate chaude. OK. Moi, j'aime bien les pommes de terre. Merci de l'invitation. Merci de faire ces émissions-là sur le développement durable, sur l'environnement. C'est vraiment précieux. Je pense que ça fait partie d'un lot d'éléments qui sont faits et qui permettent de sensibiliser. Puis la première étape, c'est vraiment sensibilisation de tout le monde, des citoyens. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit ces compliments parce que c'est vrai que
c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur hein, avec Guinel et moi. C'est vrai on est parti de loin, on est parti de rien. On n'a jamais fait d'émission radio, on arrive, on commence à faire venir du monde intéressant. Donc c'est vrai que c'est assez génial de voir que aussi il y a des réponses positives derrière, que les gens sont prêts à travailler un peu dessus. Parce que mine de rien, oui, c'est du temps, les émissions radio. C'est du temps le soir, c'est préparer les émissions, c'est des échanges de courriel. Donc merci à vous d'être aussi enthousiaste par rapport à ce projet. Merci de l'accueil. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.